Notre invité de ce matin est de nouveau médecin. Ce n'est pas un fait exprès, mais et j'ai beaucoup de bonheur et d'émotion à le rencontrer parce que le nom de la famille Ould Daoudia n'échappe à aucune personne ayant un lien, un intérêt avec l'histoire algérienne. Et donc ce matin, j'ai grand bonheur de recevoir toujours par Zoom. On sort d'un confinement, le couvre-feu est allégé, mais on reste quand même prudent et ce n'est pas le médecin que je reçois aujourd'hui qui va nous dire le contraire. Donc, j'ai grand bonheur d'accueillir Jean-Philippe Ould Daoudia, qui est médecin, mais qui est également écrivain. Donc, un petit, si vous m'autorisez, docteur, une courte biographie. Vous avez suivi vos études de médecine et en 71 à Paris, vous soutenez une thèse de doctorat sur la tuberculose ganglionnaire externe en Algérie. On imagine déjà que l'Algérie est un pays qui vous tient à cœur. D'ailleurs, vous y êtes né je ne vais pas vous vieillir, mais vous y êtes né en 44 à Alger. Vous parlez de thèse. Celle que j'ai soutenue à Paris, c'est la seconde, parce que j'en avais déjà soutenu une à Alger de recherche à l'iode 131, et on avait subodoré l'existence de l'érythropoïétine, qui est cette drogue qui est devenue ensuite une drogue pour les cyclistes afin de multiplier leurs globules. Donc en 71, c'est une deuxième thèse, parce que malheureusement, l'Algérie m'a quitté. Moi, je n'ai pas quitté l'Algérie. C'est l'Algérie qui m'a quitté, en tout cas ses dirigeants, pas le peuple. Ces dirigeants ont transformé l'Algérie pour laquelle 2 des membres de ma famille sont morts. Et pour exercer mon métier en France, j'ai été obligé de refaire une partie de mes études et une deuxième thèse. Alors, vous me rajeunissez, je suis né en 1941 à Alger, de parents et de mères instituteurs à Boussada. Oui. Bon, je ne sais pas si je vous avais dit que moi, je suis d'une lignée aussi, mais la côté grand-père maternel, un des premiers instituteurs indigènes, il était originaire de Fort-National, donc il a enseigné à Fort-National, et dans les nombreux points communs qu'on a, mon grand-père était effectivement contemporain de Mouloud Ferraoun, Monsieur Ferraoun, que votre papa et que vous-même avez côtoyé et dont le destin tragique s'arrêtera un 15 mars 62 aux côtés de votre papa. Donc, un point important, c'est notre histoire et merci d'accepter de témoigner, même si, comme je disais, vous êtes médecin à la retraite dorénavant, mais vous n'avez pas attendu d'être à la retraite, docteur Ould Daoudia, pour écrire. Non, effectivement. Je travaillais après mon métier entre 21h et minuit. J'ai mis 2 ans pour écrire mon premier livre tout de même. Je vous décrivais en tant qu'historien, c'est l'histoire de votre famille qui forcément se recoupe avec l'histoire algérienne et sur lequel, sans vouloir être dans le jugement, vous avez voulu, avec beaucoup de sensibilité, vouloir dire les choses. Je rappelle dans les 2 livres que je viens de lire, vous avez la gentillesse de m'envoyer, mais non, ça c'est une référence. Pour qui ne connaît pas l'histoire de l'assassinat des 6 inspecteurs des centres sociaux le 15 mars 62, votre papa Salah Ould Daoudia fait partie des victimes. L'assassinat de Château-Royal, paru chez un éditeur qui vous suit, qui est infidèle, qui prend beaucoup de risques, on va lui rendre hommage. Vous êtes édité encore cette fois-ci et de manière très fidèle, donc aux éditions Tirésias. On va saluer le travail de Michel Reynaud qui fait beaucoup pour le travail de mémoire. Très respectueusement, je m'associe à l'hommage que vous rendez à Michel Reynaud, des éditions Tirésias. C'est un grand éditeur, au sens noble du terme, non pas grand par la surface commerciale et par l'argent, mais grand par l'esprit et la qualité de son travail. J'ose pas dire par la qualité des livres qu'il publie, car ça serait me rendre hommage à moi-même, donc ça ne se fait pas. Mais enfin, j'ai travaillé, ayant le bonheur de travailler aux côtés de Michel Reynaud, je sais tout ce qu'il apporte à un écrivain et tout ce qu'il apporte à d'autres écrivains qui ont publié aux éditions Tirésias Michel Reynaud. Chapeau qu'il existe encore des éditeurs dans un monde où l'argent écrase tout. Ce que j'allais dire, sachant que ces perspectives, ces objectifs ne sont pas de faire de l'argent, c'est justement de donner la chance à des auteurs qui sans doute n'auraient pas écho, n'auraient pas une oreille attentive chez d'autres éditeurs parce que les thèmes un peu délicats, allons-nous dire de manière très, très polie. Et donc, c'est le même éditeur qui vous a permis de publier, là récemment, il y a un mois de ça, Algérie 57, la ferme des disparus. J'encourage vraiment les personnes qui vont nous voir à lire. C'est vraiment un travail
un travail de recherche, un travail de… Il n'y a pas d'à peu près, sauf si on va le voir ensemble sur des informations qui ne sont pas vérifiées, où vous évoquez entre autres sur la ferme des disparus, euh, le possible lieu d'inhumation de deux grands noms de l'histoire algérienne, Maurice Audin et Labi Ben Mhidi, mais tout votre travail est basé sur des archives, des faits réels. Vous avez fait un travail, je veux dire, pas d'orfèvre, mais si presque, en allant recouper des informations. Et moi, j'avais déjà constaté dans l'assassinat de Château-Royal, et je découvre effectivement que une partie de mon histoire, que je n'ai pas vécue. Quand on se lance dans l'écriture sur un sujet tel que l'ont été celui de l'assassinat de Château-Royal, à savoir qui sont les assassins de mon père, et la ferme des disparus, où sont enfouis les corps des 3024 disparus de la bataille d'Alger, l'à peu près, l'approximation, les IP ne peuvent pas avoir leur place. Il faut être solide, parce que ceux qui ont commis ces crimes-là ne vous rateront pas à la première petit début de virgule ou de point-virgule de ponctuation que vous allez commettre. Les eux ont commis des monstruosités, ils réécrivent l'histoire à leur faveur pour dissimuler leur forfait, mais si la victime, dont je suis un descendant de victime, se permet de commettre une erreur, de pointiller sur les noms des assassins, on ne me le pardonnera pas. Par conséquent, j'ai fait un travail, je me suis efforcé de faire un travail minutieux, consciencieux, soucieux de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Mais je peux m'être trompé, car on est face au silence, au mutisme, au mensonge et à la dissimulation de tous jusqu'au sommet de l'État. Oui, parce que vous aviez enquêté à l'époque, dans les années 90, on imagine dans quel contexte, pour essayer de détricoter ce qui s'est révélé être un mensonge d'État, l'assassinat et déjà la menace sur les inspecteurs des centres sociaux. Parce que malheureusement, est-ce que je m'autorise à dire que le 15 mars 62, l'assassinat des 6 inspecteurs des centres sociaux dont font partie Mouloud Ferraoun et votre papa Salah Ould-Daoudia, n'est que la suite d'un certain nombre d'exactions et de mensonges, mais toutes ces exactions, c'est pour ouvrir un petit peu, pour pousser sans doute à l'accès aux archives, aux déclassifications des archives, sur lequel on peut l'imaginer, effectivement, que ce soit la France ou l'Algérie, pour des raisons différentes, pour lesquelles ces deux pays restent très frileux. Ah, tout à fait, tout à fait. Pour ce qui concerne les archives du crime de l'assassinat de Château-Royal, j'ai eu, grâce à un ministre de la Justice, ami de l'Algérie, un accès extrêmement limité, très focalisé, où on ne m'a permis de regarder que les archives de police. C'est-à-dire, j'ai pu regarder ce que les policiers qui se sont rendus sur place, la description du corps des cadavres, je m'en fichais complètement, le nombre de douilles, le calibre des douilles, mais rien sur le reste. Autrement dit, on m'a permis d'accéder à rien. Mais peut-être, n'y a-t-il rien dans le dossier? Parce que le crime a été commis à une période extrêmement difficile pour les autorités. Et comme le crime avait un lien quand même avec l'incompétence, l'incurie ou l'ignorance de la délégation générale en Algérie au Rocher Noir, qui détenait l'autorité sur l'Algérie, peut-être qu'on a voulu aussi dissimuler cela. En tout cas, j'ai fait ce que j'ai cru devoir faire, le mieux que j'ai pu, en mon âme et conscience, et je pense qu'on a quand même beaucoup cheminé sur le chemin de la vérité, puisqu'au moins 2 des criminels ont reconnu avoir commis le crime. Oui, bon, ce que vous mettez à l'index aussi, que ce soit dans l'assassinat de Château-Royal ou récemment, effectivement, sur votre dernière publication, Alger 57, la ferme des disparus, c'est cette forme d'impunité qui subsiste malgré tout. On connaît pour le coup où on suppose effectivement des exactions. On va arriver sur ce que vous appelez l'écrasement d'Alger, que d'autres ont appelé la bataille d'Alger, sur cette période de janvier à octobre 57, où là, pour le coup, l'armée française, ou en tout cas avec l'accord de l'armée française en Algérie, un certain nombre d'exactions ont été menées, et aujourd'hui, les auteurs ont même après coup, ou les responsables ont même reçu
après coup certaines glorifications, certaines dans les choses un petit peu indécentes que j'ai lues, effectivement, toutes ces personnes ont vu leur point de retraite rattrapé pour les périodes où ils étaient en Algérie, ce genre de choses. Donc, on a l'impression qu'effectivement, on a l'impression, mon sentiment, c'est que on inverse les rôles. On a oublié les réelles victimes et les responsables de ces exactions ont été mis au fait de l'armée avec des récompenses en bonne et due forme. Certaines ont été retirées, mais c'est cette aberration de cette période particulière où on estime, vous disiez 3024 disparus, savoir que donc c'est des personnes dont on ne peut pas faire le deuil parce qu'elles sont rentrées un jour elles ont été embarquées par les autorités ou en tout cas les représentants de l'autorité française et on n'a jamais retrouvé leur corps. Certains sites dont je mettrai les références, estiment même à plus de 8000 personnes ce nombre de disparus. Donc voilà, cette période particulière de 57, il y a quand même pas mal de faits qui existent. On a identifié plus ou moins cette ferme à une trentaine de kilomètres d'Alger. Et pourquoi aujourd'hui on en reste à une espèce de statu quo sur… Vous avez dit beaucoup de choses très importantes sur lesquelles je voudrais revenir. La position de l'État vis-à-vis de ces soldats tortionnaires. À la fin de mon petit ouvrage, je donne les noms d'officiers français qui ont commis des exactions avec le nom d'un violeur d'une héroïne algérienne, lequel a reçu la décoration de la Légion d'honneur. J'ai délibérément sélectionné les noms d'officiers français dont l'implication dans la torture, le viol et le meurtre est officielle, si on peut dire. Ben, ceux-là ont été décorés. Vous faites référence à propos des compensations financières données aux membres de l'OAS défiscalisées, c'est-à-dire on leur a donné de l'argent sur lequel ils n'ont pas payé de revenus pour leur faire bénéficier, les malheureux, de la période pendant laquelle ils n'ont pas travaillé parce qu'ils étaient en train d'assassiner, de plastiquer, de tuer, de détruire tout ce qu'on voulait. Alors les pauvres, ils n'ont pas pu travailler, ils n'ont pas pu cotiser pour leur retraite. Alors l'État leur a donné à peu près 30 000 € par personne pour compenser l'absence de cotisation retraite. Et ces 30 000 € ont été défiscalisés. C'est la reconnaissance de l'État à des criminels. C'est comme ça, on n'y peut rien. Alors qu'on rappelle que les familles des disparus, à ce jour, n'ont toujours pas pu faire leur travail de deuil, et on sait combien, effectivement, identifier l'endroit de sépulture ou de savoir qu'une fois pour toutes, la personne, son proche est disparu, c'est une manière, effectivement, de tourner une page. On ne parle même pas de la compensation financière, mais là, effectivement, ces familles, aujourd'hui, continuent à se battre, et elles se battent un peu contre des moulins à vent. Oui, mais la responsabilité de la France, elle est largement partagée par l'Algérie. Qu'est-ce qui empêche l'Algérie, qui en a les moyens financiers, matériels, humains, des compétences, d'aller fouiller là où les Algériens savent qu'il y avait des centres de détention et de torture? Qu'est-ce qui empêche nos autorités algériennes d'aller rechercher les charniers? Qu'est-ce qui les empêche, même si on ne trouve pas les charniers, puisque la France déclare officiellement qu'il y a eu 3024 disparus, qu'est-ce qui empêche d'établir une stèle, un monument, une plaque commémorative pour rendre hommage à ces Algériennes et ces Algériens qui ont souffert jusqu'à la mort dans des conditions, dans des supplices indicibles pour que l'Algérie soit indépendante? Mais que font les dirigeants algériens à l'égard de ceux qui leur ont permis d'être au pouvoir aujourd'hui à la tête d'une Algérie forte, indépendante? Ils ne font rien. Par conséquent, je veux bien que la France protège ses tortionnaires, mais que fait l'Algérie par rapport à ses chers disparus, ceux grâce auxquels l'Algérie est indépendante? Donc, dans la responsabilité, pour ma part, je trouve que la responsabilité de l'Algérie à l'égard de ses héros et de ses héroïnes est supérieure à celle de la France qui protège ses assassins. On pourra reconnaître quand même les décisions récentes du gouvernement, dont la reconnaissance effectivement en termes de crimes, d'assassinat suite à des tortures de Maurice Audin, et puis récemment aussi du suicide, entre guillemets, assisté, j'allais dire, de Maître Ali Boumendjel. La France fait une partie de son devoir, effectivement, jusqu'à présent, et à ma connaissance, l'Algérie n'en a fait aucun. Et c'est déplorable. Parce que, je vais finir sur ce point. Je vous en prie, docteur. Il faut quand même savoir, madame, que jusqu'en 2005, les familles des 6 inspecteurs des centres sociaux
assassinés par l'OAS le 15 mars 1962 à Alger, par l'OAS sur leur lieu de travail. Dans leur mission d'éducation, nous pouvions aller nous recueillir devant le mur où ils ont été abattus, devant une plaque commémorative écrite en arabe et en français. À partir de 2005, pour des raisons qui m'échappent, nous n'avons plus le droit d'aller nous recueillir 1 minute par an. On nous interdit de rendre hommage à nos parents morts. C'est ça la reconnaissance de l'Algérie à l'égard de ses enseignants qui enseignaient, qui permettaient à la jeunesse d'être scolarisée et de ne pas être analphabète. Par conséquent, le mépris des autorités algériennes à l'égard des victimes de la guerre d'Algérie, elle est immense. Et ça, c'est impardonnable de la part d'un fils de victime de l'OAS en Algérie. Le crime du Château Royal a été tellement horrible qu'un certain nombre de gens ont fantasmé sur ce crime. Beaucoup de gens ont prétendu être sur la liste des victimes. Beaucoup de gens ont prétendu être sur les lieux, près des lieux. Les Algériens se sont sentis impliqués dans ce crime horrible. Ils l'ont fait leur. Ils l'auront mis dans leur inconscient. Je dois malheureusement dire à Madame Sebar que son papa ne faisait heureusement pas partie de la liste des 6 condamnés à mort, puisque la liste des 6 condamnés à mort, je l'ai eue. Et son papa n'y était pas, et c'est fort heureux. Même si, effectivement, on ramène dans le contexte, il y avait une menace sur les enseignants, effectivement, qui essayaient de faire évoluer la situation des petits autochtones, les faire sortir, leur donner une culture, une éducation à laquelle ils n'avaient pas droit. En 61-62, tout intellectuel algérien était susceptible de mourir. Il était susceptible de mourir en tant qu'enseignant, mais aussi en tant qu'arabe. Je dis ce mot-là, dans le cadre des ratonnades. C'est quand n'importe qui avait un faciès arabe, algérien, oriental, était susceptible d'être abattu dans la rue et de dos. À plus forte raison quand il était enseignant. Parce que les intellectuels ont toujours été des gens à abattre par tous les fascistes de tout poil. Une menace possible. Pour revenir sur le livre qui vient de paraître donc aux éditions Tirésias, Alger 57, La ferme des disparus, la ferme que vous évoquez, elle est connue. Elle porte un nom un peu charmeur, même si effectivement on imagine les atrocités qui s'y sont déroulées. On l'a identifiée donc à Chebly, ferme dénommée la ferme de la Cigogne, dont propriétaire le bien nommé Robert Martel. Martel a été l'un des tout premiers qu'on a appelé les contre-terroristes, des Français engagés jusqu'au bout dans la défense de la guerre de l'Algérie française. Donc il a participé, il a été membre de toutes les associations extrémistes, mais quand on dit extrémistes, jusqu'au point d'enlever des Algériens, de les enfermer dans des endroits secrets, de les torturer, de les supplicier et d'évacuer les corps. Donc, ce sont des extrémistes parmi les extrémistes. Et donc, il a fait partie de l'OS, mais à ma connaissance seulement, je n'ai jamais entendu parler de lui parmi les commandos qui assassinaient dans Alger. À cette période-là, je serais beaucoup moins affirmatif. Martel, membre de l'OS. Dans la tête, sûrement, dans les faits, probablement, mais est-ce qu'il a commis des crimes à ce titre-là? Je ne peux pas le dire. En tout cas, il a contribué, puisque cette fameuse ferme, parmi tant d'autres, était l'endroit effectivement connu de bon nombre pour les lieux d'emprisonnement et surtout de torture. Vous dites d'ailleurs dans votre livre qu'entre de 55 à 62, Chebly et quelques autres fermes alentours sont emblématiques de ce que la guerre d'Algérie a connu de plus secret et de plus hideux. Et oui, bien sûr, des Européens propriétaires terriens ont aidé l'armée française à défendre leurs propriétés. Il y a là une certaine logique. On est surpris, mais quand la guerre d'Indochine, on a dit le peuple le poisson dans l'eau, mais les Algériens aussi, c'était des poissons dans l'eau, ils étaient au sein du peuple. Eh bien, il était normal que l'armée ou les extrémistes européens soient dans le peuple pied noir. Il n'y a pas là quelque chose d'accusatoire, d'incroyable. Il y a une certaine logique. Les résistants français contre le nazisme, et ils prenaient appui sur un certain nombre de soutiens qu'ils avaient en France contre les Allemands. Tout élément de résistance s'appuie sur le peuple.
Eh bien, l'armée française en Algérie s'est appuyée sur le peuple pied noir pour, euh, euh, pour faire ce qu'elle devait commettre à ce moment-là. Et s'il n'a pas été dans l'OAS, je n'en sais rien, Robert Martel a apporté un soutien absolument solide, effrayant, de permettre à l'équipe de tueurs de la 10e division parachutiste que dirigeait Massu, à un certain nombre d'équipes de tueurs, d'enterrer les corps sa propriété, qui faisait quelques centaines d'hectares quand même, il y avait de la place. Vous évoquez des notions historiques importantes. Les militaires auxquels vous faites référence, que ce soit dans l'assassinat de Château-Royal ou plus récemment dans Alger 57, la ferme des disparus, sont des anciens de l'Indochine, effectivement. Et dans l'assassinat de Château-Royal, vous autorisez même à dire que certaines pratiques de l'armée française pendant la guerre d'indépendance sont pires que les méthodes utilisées par les nazis dans la Seconde Guerre mondiale. C'est violent ce que vous évoquez, mais c'est une réalité. Oui, je fais référence à la méthode avec laquelle mon père et ses compagnons ont été assassinés, qui était celle que les Allemands utilisaient contre les résistants, c'est-à-dire qu'on leur tirait dans les jambes. Ben, c'est ce qui s'est passé à Château-Royal, ce qui prouve très bien que les assassins qui étaient présents au Château-Royal le 15 mars 62 manipulaient les armes, avaient l'habitude d'assassiner de face des gens qu'ils ne connaissaient pas et en prolongeant leur supplice, en leur tirant dans les jambes. Et ça, on peut en avoir la preuve. Il suffit d'aller au Château-Royal, si les autorités algériennes veulent bien l'autoriser, pour voir que les impacts sont dans le bas du mur. Aucun n'est au-dessus de 80 cm. Je les ai mesurés moi-même. Vous insistez sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas de guerre propre, mais que ce soit sur l'assassinat de votre papa le 15 mars ou ces exactions, entre autres, relatées sur la période de la bataille d'Alger que vous avez renommée écrasement d'Alger, il y a un phénomène de préméditation, de volonté de nuire, effectivement, d'écraser l'autre qui est indéniable. Et c'est en ça que vous vous battez aussi pour la qualification juridique de tous ces crimes. Et oui, jusqu'à présent, dans la mesure où, plus généralement, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de crime, s'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de criminel. On ne peut pas juger des crimes sans apporter la preuve qu'un crime a bien été commis. Et donc, il y a là quelque part une impasse juridique. C'est l'importance pour l'Algérie, mais peut-être les autorités algériennes ne le veulent pas, d'aller enquêter sur les charniers. Il faut, je cite toujours, plus récemment m'est venu en mémoire le fait que le gouvernement français a été chercher les corps des hussards de Napoléon qui sont morts dans la bataille au cours du franchissement de la Bérésina en Russie. On va chercher les corps des hussards de Napoléon pour les rapatrier en France parce que c'était des Français. Et les Algériens ne peuvent pas aller chercher en Algérie. Ils n'ont pas été en Russie. Les Algériens, on leur demande d'aller en Algérie. Ils ne sont pas capables d'aller à Chebli, à 40 km d'Alger, pour voir s'il y a bien des ossements d'Algériens. Non, c'est inadmissible. Vous évoquez dans cette bataille d'Alger, je dis écrasement d'Alger, comme vous avez voulu le renommer, des noms qui sont passés dans la postérité, et malheureusement, même pour moi qui suis né après l'indépendance, des noms que certains ont voulu porter comme des héros, qui finalement, on s'en doutait un petit peu, ne le sont pas. Il y a des noms qui moi, remontent dans mon inconscient. C'est Messieurs Ossarès, Massu, Salan, Bijard. Ils étaient vraiment partis avec cette idée de faire leur boulot de militaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, madame, ils ont fait l'Indochine. 7 mai 1954, la défaite de Dien Bien Phu. La 4e armée du monde, oui, à l'époque, elle était peut-être classée 3e. L'une des toutes premières armées puissances du monde est battue par des gueux, par des pauvres types, comme dirait André Malraux, sans que ce mot pauvre type soit péjoratif, par des gens du peuple. 6 mois après, 1er novembre 1954, les officiers français qui ont été vaincus à Dien Bien Phu, qu'on a fait traîner dans la jungle en les maltraitant, qui sont rentrés avec des pertes de 20-30 kilos, quasiment mourants, se retrouvent confrontés à des gueux, un peuple, des Arabes, des pauvres types, pour empêcher l'Algérie d'être française. Mais ils sont déchaînés. Ils ne peuvent pas
de nouveau, 6 mois plus tard, être vaincus par une armée du peuple, mal armée, mal entraînée. Ils sont quand même les officiers d'une élite, de l'armée d'élite, qui a été vaincue et qui ne peut pas être encore vaincue. Et vous évoquez la raison de votre livre de parler de cette période qui va de janvier à octobre 57, qui correspond à cette fameuse, entre guillemets, bataille d'Alger, c'est aussi pour mettre un peu à l'index la situation dans laquelle se trouvait le pays, parce que la première vague, la première période de cette guerre pour l'indépendance en Algérie se passe vraisemblablement plus en Kabylie, dans les montagnes, donc on a l'impression que les villes sont un petit peu exemptées, protégées, et du coup on a vraiment l'impression, et c'est ce que m'ont raconté mes proches, qu'effectivement la guerre commence de manière un peu retenue, et puis elle arrive à Alger, dans les grandes villes qu'on croyait protégées de ces exactions. Et pour mon propre vécu, c'est exactement ça. Je vivais à Alger, j'étais étudiant, j'étais lycéen d'abord, et puis étudiant en fac de médecine. Tant que la guerre était dans le Constantinople en Kabylie, moi, je ne savais pas ce que c'était. Mais à partir de 1957, lorsqu'il y a eu, maintenant 1956, pardon, oui, c'est fin il y a eu 56. les premiers attentats commis par les résistants algériens dans Alger, là, j'ai su ce que c'était. Et mes parents, à ce moment-là, m'ont acheté un petit scooter pour aller à la faculté par mes propres moyens et pas par les transports en commun, parce qu'il y avait eu des bombes dans les transports en commun. Donc, c'est tout à fait vrai. Au tout début, la guerre se passait dans le bled, et l'Alger ne savait pas ce que c'était de la même manière qu'Oran. Les grandes villes, la capitale de l'Algérie ne savait pas ce qu'était la guerre d'Algérie, jusqu'à ce qu'elle se déroule dans les rues d'Alger. Alors là, la problématique a changé. Ça vous a laissé jusqu'à aujourd'hui, Jean-Philippe, des images que votre esprit n'arrive pas à oublier? Ça vous a forgé, forcément, ça a forgé votre caractère. Puis l'assassinat, d'aller reconnaître en plus de manière terrible, comme vous l'évoquez, la reconnaissance du corps de votre père, c'est quelque chose dont on sort, on pourrait imaginer, et à juste titre, que vous en sortiez nourri de haine. Ça vous a construit? Ah non, la haine, non. Non, non, non. La haine, je la laisse à ceux qui ont assassiné mon père et qui avaient la haine au cœur au point de commettre cette chose horrible. Je suis en classe de philosophie au lycée Émile Félix Gautier d'Alger et le FLN a commis des attentats qui, je crois que c'est ceux du Milkebar par là, où des civils ont été français. Notre prof de philo commence par dire: vous allez prendre une feuille de papier, vous allez prendre du papier, il y a une interrogation ce matin, ce n'était pas le but, et vous allez parler de sans oubli, pas de vie. Sacré sujet de philo. Ouais, moi qui adorais la philo, effectivement. Le lendemain d'attentat. Faut-il oublier pour vivre? Peut-on vivre sans oubli? Faut-il oublier pour vivre? C'est un très, très joli sujet. Mais de haine, madame, je ne sais pas ce que c'est. Du mépris à l'égard de ceux qui ont assassiné mon père, bien sûr, je les méprise profondément. Ce sont des petits minables, des crétins qui ont des pois chiches dans la tête. Comment peut-on défendre l'Algérie française en assassinant un Mouloud Feraoun qui écrivait en français et dont aujourd'hui, et dont à l'époque, c'était l'un des livres les plus traduits en langue étrangère. On apprend aujourd'hui aux Japonais et aux Chinois et aux Américains à écrire en français à partir des livres de Mouloud Feraoun. Et ces gens qui pensaient défendre l'Algérie française ont assassiné quelqu'un qui écrivait en français au bénéfice. Ça ne tient pas la route. C'est la raison pour laquelle, par parenthèse, ce crime, beaucoup au sein de l'Algérie française l'ont désapprouvé silencieusement, insidieusement, et ceux qui l'ont commis ont dit: ah, mais c'est pas nous. Ah si, c'est nous, mais il faisait partie du FLN. Il faisait partie de ceux-ci, pour essayer de justifier l'injustifiable. Voilà, ce sont de pauvres minables. Mais les plus minables de tous, ce sont les autorités françaises qui leur ont permis, pour l'un des assassins de mon père en tout cas, d'être conseiller municipal dans la ville de Cagnes-sur-Mer à deux comment on appelle ça? Sur deux mandats, oui. Deux mandats successifs, oui, pardon, je cherchais mon mot. Voilà, bon, ça je trouve ça assez minable. On met le contexte 1957, Alger, c'est du donnant, je veux dire, les crimes que vous relatez, effectivement, et pour lesquels j'ai la chair de poule, et j'imagine qu'on est nombreux, pour ceux qui n'ont pas connu, à pas avoir du mal à croire, mais à essayer de se mettre dans la situation, nous qui aimons et qui connaissons un peu Alger,
vous expliquez, vous décrivez très bien cette escalade où effectivement, vous dites à un moment quand est-ce que ça va s'arrêter, parce que c'est le principe de un Européen tué, enfin une espèce de vendetta officialisée. Oui, je reviens, madame, au problème de structurer une identité à partir d'atrocités. Au moment où les centres sociaux ont été l'objet d'une véritable persécution par le général Massu qui voulait éradiquer, soi-disant, le FLN qui était infesté. Le fils d'un ami, un membre des centres sociaux, ami de notre famille et de mon père en particulier, a été arrêté et il a été torturé. Et dans la semaine qui a suivi son arrestation, mon père a invité les 4 enfants de son ami à venir passer le jeudi, parce qu'à l'époque, les classes n'avaient pas cours le jeudi, à venir s'amuser chez nous. Et je garde le souvenir de ces 4 enfants qu'il était impossible d'amuser. J'avais une table de ping-pong, ils ne voulaient pas jouer au ping-pong. J'avais un jardin pour jouer à la cachette, ils ne voulaient pas jouer à la cachette. Ils étaient d'une tristesse infinie. Et je me suis dit, oh, peut-être que demain, c'est papa qui va être arrêté comme ce monsieur dont je ne donne pas le nom. Par conséquent, la guerre d'Algérie, on l'a vécue, nous l'avons tous vécue en notre cœur, dans notre âme et conscience. Toujours pour revenir au fait que non, la haine ne m'habite pas. Le mépris, oui, mais la haine, non. Le mépris des tortionnaires, oui. Quels sont vos liens avec l'Algérie aujourd'hui? Ils sont très forts sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan historique. Mais depuis qu'on m'a interdit, depuis que les autorités algériennes m'ont empêché d'aller me recueillir là où mon père a été assassiné, je ne mets plus les pieds en Algérie. Je peux y aller à titre faire du tourisme, mais non, ça m'indispose beaucoup. Voilà, c'est dommage pour le peuple, c'est dommage. J'ai beaucoup d'amis, mes amis médecins que j'ai connus quand même pendant 10 ans, dont certains sont encore célèbres, je ne donne pas leur nom parce qu'ils se sont engagés du côté des droits de l'homme, dans la bataille pour la défense des droits de l'homme en Algérie, ce sont toujours mes amis. Et je sais que si j'allais chez eux, ils m'accueilleraient à bras ouverts. J'ai encore des membres de ma famille en Algérie. Mais moi, je ne mettrai pas les pieds en Algérie tant que je ne serai pas autorisé à aller me recueillir 1 minute là où mon père a été assassiné. Il y a un soupçon de possibilité d'ouverture d'écho du nouveau gouvernement, de la nouvelle présidence par rapport à votre demande ou... De ce que je vois aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Parce que ce n'est pas la préoccupation première des autorités algériennes aujourd'hui. Sur cette affaire d'Alger 57, l'affaire des disparus, vous espérez quand même une issue favorable? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va saluer le travail de Malika Rahal, c'est ça? Et de Fabrice et ses petits. Oui, bien sûr. Il faut saluer aussi, madame, le travail de Benjamin Stora. Oui. Son rapport est beaucoup décrié. Si des Algériens ne sont pas contents du rapport Stora, ils n'ont qu'à écrire le leur. Il n'y a que la vérité qui fait mal, comme dirait l'autre, non? Oui, il n'y a que la vérité qui blesse. Donc, il a fait un gros travail. Le seul reproche que je formule que je m'autorise à formuler, c'est que c'était un travail énorme et que Stora a travaillé tout seul. S'il avait travaillé avec d'autres, il n'essuierait pas toutes les insultes, les critiques et les crachats qu'il reçoit tout seul, le pauvre. Il avait qu'à prendre des historiens à ses côtés pour se protéger. Donc, le travail de Benjamin Stora sollicite de la part du gouvernement français la reconnaissance des disparus pendant la guerre d'Algérie. Et donc, mon travail s'inscrit dans le droit fil de ce rapport de Benjamin Stora et de ce qu'a déclaré le président de la République à propos de l'assassinat de Maurice Audin, de son enlèvement et de son assassinat. Il y a eu un pouvoir politique en 1956 à Paris, qui a donné ordre à l'armée de rétablir l'ordre. L'armée a pris les moyens qui étaient les siens pour rétablir l'ordre. Par conséquent, je demande aussi bien à la France de reconnaître l'existence des disparus que l'Algérie de reconnaître l'existence de ces disparus. Il y a là un devoir de mémoire réciproque des deux pays. C'est pas nouveau, on connaît ce devoir de réserve ou cette silence. Je ne sais plus comment on appelle d'ailleurs l'armée d'une manière générale, mais c'est la grande muette. Voilà, la grande muette. Voilà, donc c'est pas d'aujourd'hui. Non, pas si, c'est d'aujourd'hui, puisqu'elle reprend la parole dans Valeurs actuelles, la grande muette. La grande muette s'autorise. On pouvait le subodorer dans Alger 1957, dans mon dernier petit livre, lorsque je fais référence au secrétariat national de la défense nationale,
qui va à l'encontre de la demande d'Emmanuel Macron d'ouverture des archives. Non seulement le secrétariat de la Défense nationale ne permet pas l'ouverture des archives, mais au contraire, elle les verrouille un petit peu plus. Et là où il ne fallait, on n'était pas obligé de demander une déclassification, c'est comme ça qu'on dit en termes historiens, là où on pouvait obtenir l'ouverture des archives sans en faire de demande préalable, eux, par ce nouveau décret, par cette nouvelle disposition législative, demande à ce que, même pour des archives qui remontent à 80 ans, on demande l'autorisation d'accéder aux archives. Par conséquent, il y a une partie de l'armée qui déjà avait désobéi de manière concrète, mais elle s'est permis d'aller un petit peu plus loin en publiant des articles dans Valeurs Actuelles. Je serais d'ailleurs curieux de savoir les punitions dont vont être l'objet les officiers généraux qui se sont permis de critiquer aussi ouvertement le gouvernement dans une feuille de chou d'extrême droite. Ceci explique sans doute cela. Beaucoup s'autorisent, ce sera peut-être une de mes dernières questions, si vous le voulez bien, beaucoup s'autorisent et espèrent que le conflit franco-algérien, cette histoire qui remonte à 1830 et dont nous sommes les dignes héritiers, que cette histoire puisse s'apaiser un jour, un peu à l'instar de deux pays qu'on nommait, d'un pays auquel on faisait référence tout à l'heure, que les relations franco-algériennes s'apaisent un peu à l'instar des relations franco-allemandes, qui ont, je le rappelle, vécu 3 conflits. Vous l'espérez, c'est votre souhait? Ah, bien sûr. Mais la guerre d'Algérie est, comment dirais-je, sert les deux extrêmes. La guerre d'Algérie avec les Algériens, l'immigration sert le Front National en Algérie. Quant au gouvernement algérien, il se sert de la colonisation pour ne pas faire ce qu'il devrait faire. Donc la guerre d'Algérie est un matériau qui est utilisé des deux côtés de la Méditerranée. Donc je pense que c'est pas demain la veille. Il y a ce premier point, il y a des gens qui ont intérêt des deux côtés de la Méditerranée à ce qu'il y ait toujours un conflit de mémoire. Et d'autre part, ce qui a facilité la relation, l'amitié entre l'Allemagne et la France, c'est qu'il y a eu quand même Nuremberg. Il y a eu un procès où les dignitaires nazis, simplement, en France, on n'a pas jugé, on n'a pas condamné, on a amnistié. Alors l'amnistie, c'est le pardon, c'est bien de pardonner, c'est bien qu'un pays se montre, comment dirais-je, fasse preuve de bienveillance et de pardon à l'égard de ses enfants qui se sont mal comportés, à la condition de les avoir au préalable condamnés, de leur avoir dit à ces enfants, voilà, ce que vous avez fait en tant que Français, c'est pas bien. On va vous donner 10 ans de prison, parce que dans le droit français, quand on fait le meurtre par assassinat, qu'on détruit des bâtiments, qu'on s'en prend à la police, à la justice, à l'armée, eh bien ça, c'est pas bien, et vous allez être condamné. Et vous serez ensuite amnistié. Mais là, on n'a pas dit aux gens, ce que vous avez fait, c'est pas bien. On leur a dit, vous êtes pardonnés. Non seulement on vous pardonne, mais pour certains, on vous récompense. Comment voulez-vous, madame, que l'on puisse avancer sur ce domaine-là? Oui, docteur Ouldaoudi, en plus que vous venez d'évoquer, nous renvoie à une histoire, à une période très sombre de l'Algérie aussi, que moi j'ai vécu un peu à distance, il y a 30 ans de ça, les années 90. On a l'impression, on dit toujours que l'histoire ne fait que se répéter. L'histoire balbutie. Oui. Oui, l'histoire se répète. Mais la référence historique à laquelle vous faites allusion, là, moi je la connais mal sur le plan historique. Mais bon, on mais la voit notion bien de que… repentance ou de pardon, en tout cas la conclusion, le traitement sur le Oui, mais bien traitement. sûr, le traitement des… Oui, tout à fait, tout à fait. Le pardon sans jugement, ça pour les victimes, c'est épouvantable. Et avant de pardonner, on pourrait demander aux victimes si elles pardonnent. Mais comment voulez-vous que l'on pardonne à des gens qui, non seulement, dans le cadre de l'assassinat de mon père, non seulement ils ne s'excusent pas, mais ils revendiquent leurs crimes. C'est la raison pour laquelle l'écriture de mon livre, pour rechercher les assassins de mon père et de ses compagnons, a été facilitée. Parce que j'ai la certitude qu'il n'était pas plus de 6. Or, j'ai 10 noms qui se sont proposés dans des livres. Au bout de 10, je me suis arrêté. Je me suis dit, mais jusqu'où je vais trouver des noms de gens qui disent, c'est moi, j'étais là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est un peu le revers de l'image en miroir des personnes qui disent mon père, mon frère, mon ami étaient sur la liste des condamnés à mort. De la même manière que les assassins, un certain nombre d'assassins revendiquent le crime alors qu'ils n'ont pas connu, un certain nombre de descendants de victimes disent l'un des miens aurait pu être victime. C'est assez, comment dirais-je, ça prouve la monstruosité du crime qui a un petit peu bouleversé les structures mentales de chacun d'entre nous. C'est difficile. Il y a encore beaucoup de choses à raconter.
Comment se prépare l'été du docteur Ould-Daoudia? J'imagine studieux. Mon été? Oui, vous allez Oui. écrire? Je vais me reposer un peu parce que écrire ce livre, c'est quand même une descente aux enfers. Ma sœur, par exemple, n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que nous connaissions un certain nombre de personnes dont je donne les noms. On les a connus après l'indépendance, on a connu leur souffrance. Nous avons et donc elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de la lecture. C'est une descente aux enfers. Et j'ai besoin, pour ma part, de prendre un petit peu de recul. Vous faisiez référence à comment vous avez vécu. Est-ce que j'ai de la haine? Non, je n'ai pas de haine, bien sûr, mais j'ai besoin de prendre du recul après l'écriture d'un ouvrage difficile sur le plan éthique, sur le plan moral. Je dis des choses qui ne sont pas à l'auteur de l'homme en tant que tel. Voilà, donc je vais me reposer un petit peu. Merci. Merci beaucoup, docteur Ould-Daoudia. Souhaitiez-vous peut-être ajouter quelque chose? Que je remercie les téléspectatrices et les Oui. téléspectateurs d'aller jusqu'au bout de notre entretien, madame. Et je le dis toujours, les livres des livres, lisez. Je pense que pour nos jeunes générations, qu'elles soient ici ou en Algérie, pour les générations, les personnes, les familles qui sont concernées par cette histoire, on ne peut comprendre l'histoire franco-algérienne que en lisant. Donc, il ne faut pas laisser les historiens de pacotille s'approprier cette histoire et la réécrire. Alors, je vais aller dans votre sens, madame. Il faut faire la différence entre le livre qui engage son auteur pour des années, à la différence de ce qui s'écrit sur des pages Facebook, Internet, qui est fugace, futile, sur le contenu de laquelle les auteurs peuvent revenir, modifier. Non, c'est pas sérieux. C'est pour ça que je pense que le livre reste quand même la référence ultime pour avoir une idée précise sur un sujet que l'on veut bien connaître, et non pas sur les pages futiles et versatiles de Facebook, Twitter et autres médias fugaces, futiles. Voilà, ça n'a pas le même poids. Merci en tout cas d'être aujourd'hui le digne témoin d'une famille qui a souffert, votre papa, mais je crois un oncle, Un cousin, un cousin. avocat, et membre du FLN, des étudiants, a été, lui, victime d'un crime d'État, puisque son assassinat a été décidé par le Premier ministre de l'époque, Michel Debré, et commis par un membre des forces spéciales à Paris. Un petit message, votre famille est originaire de Kabylie, oui. de la grande Kabylie, oui. Michelet. Merci en tout cas de ce précieux témoignage. Prenez bien soin de vous et comme on dit chez nous, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent jamais. Merci. Merci docteur.